Merci d'écouter RFM, il est midi. Voici le grand journal. Babacar Fall. À la une, l'appel au dialogue national lancé par Macky Sall. Tout le monde ne parle pas le même langage dans le camp présidentiel. Sitor Ndour, membre de la direction de l'APR, il estime que les priorités pour le président réélu sont ailleurs et que le dialogue, ça peut attendre. Vous l'entendrez dès le début de cette édition. Khalifa Sall, il y a aujourd'hui 2 ans que l'ex-maire de Dakar est en prison. Retour dans ce midi sur les péripéties de cette affaire, l'affaire de la caisse d'avance et reportage chez lui à Grand Yoff. Un Sénégalais nommé sous-directeur de l'Organisation mondiale de la santé, le médecin-colonel Ibrahima Sosé-Fall, un spécialiste des épidémies qui s'est notamment distingué dans la lutte contre Ebola. Et c'est la première fois que le Sénégal atteint ce niveau de responsabilité au sein de l'OMS. Le grand journal sur RFM, il y aura l'actualité internationale présentée par Sorna Natambaye. Adama Barrow ne fera pas moins de 5 ans à la tête de la Gambie. Des soutiens du président répondent ainsi à la campagne 3 Years d'Afajot lancée pour exiger la tenue d'une élection en 2019. Le parti gambien pour la démocratie et le progrès, allié de Barrow, persiste. Le quinquennat sera respecté comme le veut la Constitution. En Mauritanie, 76 partis politiques tombent sous le coup de la loi les régissant. Ils ont tous été dissous parce que n'ayant pas obtenu 1% des suffrages exprimés. Après avoir participé 2 fois de suite à une élection municipale, le pays ne compte plus que 28 partis. Et les sports, ce sera avec Chertigan Gagne. Football, le tournoi international de Turquie, l'équipe cadette du Sénégal va livrer son 2e match contre l'Angola tout à l'heure à 13h. Les Lionceaux coachés par Malik Daf ont battu d'entrée le Nigeria 2-0. Vous l'entendrez, Malik Daf, dans ce journal. Nous allons aussi nous intéresser à la Coupe de la Ligue pour cette dernière rencontre qualificative au dernier quart de finale. Notez que la Sonacos de Diourbel accueille Djambar de Sali. Vous entendrez l'entraîneur de la Sonacos dans ce journal, mal en point dans le championnat. Nous allons aussi nous intéresser à la Ligue Europa, notamment avec des clubs sénégalais, Rennes d'Ismaël Sarr et de Mbaïna qui va accueillir Arsenal, alors que Napoli de Kalidou Koulibaly fera face à la formation de Salzbourg. Quel gouvernement pour Macky Sall après sa réélection? C'est le débat du jour dans la rubrique Point de vue. C'est le grand journal. Bienvenue, bonjour à tous. C'est une voix discordante au sein de la majorité présidentielle sur l'appel au dialogue lancé par le président de la République après sa réélection. Sitor Ndour, membre du secrétariat exécutif national de l'APR, juge cet appel prématuré. Pour lui, le dialogue politique risque de même noyer la priorité qui, selon lui, est la poursuite des chantiers entamés par Macky Sall. Sitor Ndour était l'invité de RFM Matin. C'est prématuré dans la mesure où le président de la République vient d'être confortablement réélu et au premier tour. Vous savez, une élection au premier tour, ce n'est pas donné à n'importe qui. On peut avoir 80% des voix au 2e tour, mais c'est plus honorable de passer au premier tour avec 50,01%. Donc il a été très bien élu, le président de la République. Et s'il a été élu, je pense honnêtement que c'est à cause de son bilan. Et les Sénégalais s'attendent à ce que les chantiers puissent prendre fin avant 2024. J'estime qu'il devait s'aménager au moins 2 ans et demi, la moitié du mandat, pour parachever les chantiers avant de se lancer dans la chose politique. Mais quand même, cela n'a rien à voir. Le dialogue politique ne peut pas l'empêcher de continuer, de terminer ces chantiers. Vous pensez que les Sénégalais doivent vivre éternellement, à longueur de journées, de mois et d'années, la politique? Mais non, il faut un répit à tout. Il doit prendre un peu de répit, vraiment se consacrer au travail pendant 2 ans et demi et après maintenant engager le débat politique. Dans les rangs de l'opposition, ce n'est pas tout le monde non plus qui adhère à cette idée de vaste dialogue national. Le camp de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, estime par exemple qu'aucune discussion avec Macky Sall ne peut se faire sans la libération de leur leader. Khalifa Sall qui boucle aujourd'hui 7 mars, 2 ans d'emprisonnement dans la fameuse affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Retour sur ces 2 années de multiples péripéties. Abdoulaye Cissé. Les partisans de l'ancien maire de Dakar ont vu les différentes séquences de l'affaire Khalifa Sall se dérouler sous leurs yeux sans jamais pouvoir contenir la bourrasque qui conduisit l'édile de Dakar tout droit en prison.
Le 17 février 2017, quand à l'issue d'une réunion du conseil municipal, Khalifa Sall s'adresse à la presse pour témoigner sa solidarité à des agents de son administration municipale, notamment des agents de la DAF et de la perception, convoqués devant le procureur après 18 mois d'enquête de l'inspection générale d'État à la mairie de Dakar et portant principalement sur la gestion de la caisse d'avance, le maire ne se doute pas que les accusations portent sur sa responsabilité morale de la gestion de la caisse d'avance. Il l'apprendra très vite quand il est convoqué dans la foulée à la brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles. Le juge ordonne la garde à vue. Le 20 février 2017, l'audition prend des allures de supplice. Quand Khalifa Sall est confronté à ses collaborateurs, certains se dérobent et pointent la responsabilité du maire dans ce qui sera la trame de cette affaire, la production de fausses factures pour soustraire un montant de 30 millions de francs CFA tous les mois de la caisse d'avance de la mairie. Le subterfuge dure depuis des années. La ligne de défense du maire Khalifa Sall, qui au passage refuse la confrontation avec ses agents en s'emmurant dans un silence, demeure fragile. Khalifa Sall, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas varié dans sa ligne de défense. Ses fonds existent depuis la Mingué et il n'y a aucune malversation. Chaque franc est allé où il doit aller, soutient-il encore aujourd'hui. Le reste ne sera qu'une formalité. Entre-temps, le procès a eu lieu. D'appel en renvoi en cassation, Khalifa Sall est définitivement condamné. Le maire de Dakar, en prison depuis le 7 mars 2017, n'en sortira pas. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA pour faux, usage de faux et escroquerie portant sur des fonds publics. Il est en revanche relaxé des chefs d'inculpation d'associations de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Abdoulaye Cissé, en direct dans ce grand journal. Et notre reportage chez Khalifa Sall dans son fief de Grand Yoff. Sa famille veut le voir libre sans toutefois quémander cette liberté auprès de qui que ce soit, dit-elle. Koumbaba. Nous sommes à Grand Yoff, dans la maison familiale de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall. À l'entrée, une pièce ouverte. À l'intérieur, une vieille dame assise sur un canapé. Il s'agit de sa tante. Difficile de lui arracher quelques mots, mais elle essaie tout de même de nous parler de l'homme qu'elle a vu grandir, Adji Yassine Dieng. Il est digne, dans la joie comme dans la tristesse. Il a toujours su garder sa dignité. On l'a trouvé très sereine à la prison. Je prie le bon Dieu pour qu'il retrouve sa liberté. Sa mère est très souffrante. C'est dur pour elle, mais Khalifa est très brave. Khalifa a été jugé de façon arbitraire, ajoute sa sœur Koumba Sall, qui ne manque pas de dénoncer toute la procédure. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. C'est purement politique. Nous le vivons comme au premier jour, avec tristesse. Khalifa est très courageux. Il ne perd jamais espoir. Et je pense que justice lui sera rendue. Il a toujours soutenu Macky Sall. Et nous n'allons pas le supplier pour qu'il le fasse sortir de prison. Ah non, ça jamais. En dépit de tout ce qu'elle a enduré durant ces 2 ans, la famille de Khalifa ne compte pas supplier Macky Sall pour qu'il le libère. Jamais, au plus grand jamais, nous n'allons quémander sa liberté. Ils n'ont qu'à le garder là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont le libérer. Ça dépendra de la manière. Cela fait 2 ans que Khalifa Sall est en prison. Une situation difficile pour sa famille. Celle-ci garde quand même espoir qu'il soit libéré sous peu, surtout avec sa mère souffrante. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Il est midi 9, vous suivez le grand journal sur RFM. C'est l'un des titres de cette édition. Un Sénégalais nommé sous-directeur de l'Organisation mondiale de la santé, le médecin-colonel Ibrahima Socéfal. C'est hier qu'il a été nommé donc directeur adjoint de l'OMS chargé des urgences. Il s'est distingué ces dernières années dans la lutte contre Ebola en Afrique. C'est la première fois d'ailleurs que le Sénégal atteint ce niveau de responsabilité à l'Organisation mondiale de la santé. Le portrait d'Ibrahima Socéfal avec Elhadj Ndiogou Diène. Sa nomination comme numéro 2 de l'OMS est une consécration pour le docteur Ibrahima Socéfal, médecin-colonel de l'armée sénégalaise. L'homme a intégré l'Organisation mondiale de la santé en 2003 en tant que coordinateur des équipes d'appui interpays pour la lutte contre le paludisme dans la région Afrique. Auparavant, ce natif de Rufisque était consultant de l'organisation onusienne pendant 4 ans. À l'OMS, le docteur Ibrahima Socéfal a gravi rapidement les échelons. Il a été tour à tour responsable de la planification stratégique du programme de lutte contre le paludisme
paludisme, conseiller au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique de 2007 à 2012, puis représentant de l'OMS au Mali au bon milieu de la crise politique et humanitaire et coordinateur de la mission d'urgence contre Ebola dans ce pays. Cet épidémiologiste a été aussi au front dans la lutte contre Ebola au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, mais aussi en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. C'est ainsi que Ibrahima Sosséfal est nommé en 2015 directeur du groupe de sécurité sanitaire et des urgences au bureau régional Afrique. Au plan national, le tout nouveau directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé a été le premier médecin-chef de l'hôpital Elisabeth Diouf de Diamniadio, mais également chef de la division planification, suivi et évaluation des opérations au département de santé militaire et chargé de cours au département de santé publique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le docteur Ibrahima Sosséfal, âgé de 53 ans, est un monogame marié à une femme, elle aussi médecin militaire en service à l'hôpital principal de Dakar. La première réaction d'Ibrahima Sosséfal peut-être avant la fin de ce grand journal. La crise à Jamra, remue-ménage dans cette organisation islamique, l'ONG Jamra, qui enregistre une scission. L'imam Massamba Diop et Mame Mactar Gueye, chargés de la communication, mettent sur pied ce qu'ils appellent désormais l'organisation islamique non gouvernementale Jamra. En cause, ils accusent le directeur exécutif de considérer Jamra comme un héritage familial. L'homme pointé, Bamar Gueye, il dément et annonce la riposte dans les prochaines heures. Georges Diop. À la limite, les deux camps se lapident. Jamra vole en éclats. Imam Massamba Diop et compagnie s'emparent de leur part qu'ils appellent désormais Organisation islamique non gouvernementale Jamra. Une scission que Mame Mactar Gueye explique par un désir de sauvegarder l'héritage de Abdoulatif Gueye. Nous avons constaté que ce monsieur-là, systématiquement, chaque fois que des membres du bureau exécutif posent des actes qui vont dans le sens du triptyque que le fondateur de Jamra nous avait légué. Alors il va dans la presse, il fait un communiqué, il nous tire dessus. Nous avons donc décidé de préserver jalousement le noble héritage laissé par Abdoulatif Gueye et de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il confonde héritage familial personnel et patrimoine national. Donc il n'a qu'à lui continuer à piloter ce qu'il pilotait là-bas et faire ce qu'il veut. Parce que pour nous, l'activité d'une ONG ne peut pas se résumer à une course effrénée contre des perdiums. On lui laisse tous ces perdiums et tout, mais qu'il nous laisse tranquille, continuer à perpétuer l'œuvre du défunt Abdoulatif Gueye. Bamar Gueye, pointé du doigt, prépare une riposte à la hauteur de la charge. Mais déjà, le directeur exécutif de Jamra dément les accusations. L'intoxication ne passera pas. Le staff de la direction exécutive et du Conseil consultatif sont en train de s'organiser en se rapprochant de nos conseils juridiques pour apporter une réponse à la hauteur de ces allégations. Ce n'est point un problème de famille. C'est une structure. Ces trois personnes qui ont signé, qui parlent, ça tourne autour de quelques années. Je ne veux pas y revenir, mais nous répondrons en profondeur à ces allégations. Nous avons toujours joué notre partition. Le linge sale est donc sur la place publique et les coups vont se compter par médias interposés. La page histoire de cette édition, le 7 mars 1820, il y a 199 ans, le Talata Inder, le mardi 7 mars 1820, des femmes du Waalo, au nord du Sénégal, s'enferment dans une case pour s'immoler par le feu, un geste de résistance contre l'esclavage. L'histoire est-elle bien connue de la nouvelle génération? Reportage à l'école de jeunes filles, le collège Martin Luther King de Dakar. Reportage de Mami Diogop Ndao. 10h, l'heure de la récréation au CEM Martin Luther King. Nogaï Moustapha Diop, élève en classe de 4e, se rappelle bien du Talata Inder. Qui s'est produit au Waalo, qui était un royaume du Sénégal, qu'on reconnaît jusqu'à présent à cause d'un incident qui s'est produit. Donc c'était les femmes de Nder qui se sont brûlées vivantes parce qu'elles voulaient se révolter. Donc, elles n'étaient pas contentes parce qu'on les maltraitait de jour en nuit. Selon elle, c'est un acte de bravoure, ce que les femmes de Nder ont fait. Donc moi je crois bien qu'elles ont raison de le faire, mais aussi c'est un peu mal parce qu'on ne donne pas toutes les valeurs qu'elles ont. Alors que la femme, elle a tellement d'importance dans une société parce qu'elle est tout, franchement, source de vie de tout, le sens et l'essence de vie de tout le monde. Mais Yaye Falifal, dans la même classe que Nogaï, elle n'apprécie pas ce suicide collectif. Je trouve que les femmes de Waalo, elles ne devaient pas se brûler vives comme ça. Elles devaient trouver une autre méthode parce que l'islam l'interdit et tout. Donc, c'était pas tellement bon de se brûler comme ça, mais de faire d'une autre manière. Les élèves du CEM Martin Luther King
juge à la fois tragique et héroïque le suicide collectif des femmes de Nder, qui ont préféré s'immoler par le feu que de devenir des esclaves. Et elle demande aux femmes sénégalaises de s'inspirer de cet exemple. RFM. L'actualité internationale. Le journal international présenté par Sornana Tambaye. Bonjour. Bonjour Babacar. La Gambie, les partisans d'Adama Barrow sont catégoriques. Le président ne fera pas moins de 5 ans à la tête du pays. C'est en réponse à la campagne 3 Years d'Afajot lancée par une partie de l'opposition. Les initiateurs demandent à Adama Barrow de respecter sa promesse et d'organiser une présidentielle à l'issue de ses 3 ans de pouvoir. Le leader du parti gambien pour la démocratie et le progrès précise qu'il n'y aura pas de scrutin en 2019, mais plutôt en 2021, comme le stipule la Constitution. Banjul, la correspondance d'Alioune Badara Sonko. Henry Gomez, leader du GPDP, Gambian Party Democracy for Progress, par ailleurs conseiller du chef de l'État Adama Barrow, n'a pas mis de gants pour dire ses vérités aux détracteurs du président de la République, lesquels ont lancé la campagne 3 Years Jotna, ceci pour appeler au président Adama Barrow à respecter sa promesse de faire 3 ans au pouvoir. Pour Henry Gomez, il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2019. Le président Adama Barrow a été élu pour un mandat de 5 ans selon la Constitution. Alors il invite les détracteurs du président à patienter jusqu'en 2021 car la Constitution est plus forte que la parole du chef de l'État. Tout en rappelant aux détracteurs qui s'agitent contre Adama Barrow qu'ils étaient absents du terrain politique au moment où le président faisait face à Yahya Jammeh pour le chasser du pouvoir après 22 ans de dictature. Il précise dans la même foulée qu'ils ne vont pas accepter cette pression venant d'un seul parti politique qui est le UDP et il rappelle à ses membres que si aujourd'hui Adama Barrow est arrivé au pouvoir, c'est le travail d'une grande coalition et la volonté du peuple gambien, mais pas du UDP comme ils veulent le faire croire à l'opinion. Alioune Badara Sonko, Banjul, Radio Futur Média. En Mauritanie, plusieurs dizaines de partis politiques ont été dissous. Une décision conforme à la loi sur les partis politiques votée en 2018. Cette disposition prévoit la dissolution de toute formation politique qui participe 2 fois consécutives à une élection municipale sans atteindre 1% des suffrages exprimés. Un décret a donc mis fin à l'existence de 76 partis. Conséquence de cette mesure, le premier parti politique en Mauritanie, le Rassemblement pour la démocratie et l'unité, n'existe plus. Il avait été créé en 1991 par Ahmed Ould Sidi Baba. Le pays compte désormais que 28 partis. La situation humanitaire au Burkina Faso et dans tout le Sahel, on en reparle aujourd'hui et cela nécessite cette situation une intervention rapide selon plusieurs ONG. Le programme alimentaire mondial Save the Children et le sous-secrétariat général des Nations Unies aux affaires humanitaires ont organisé une table ronde. Des stratégies de résilience sont envisagées dans le secteur de l'économie, mais aussi un renforcement de la sécurité avec la menace terroriste. Abdou Dieng, directeur régional du programme alimentaire mondial, au micro de Mami Jogobnao. La situation au Burkina s'est dégradée ces derniers mois. 100 000 personnes qui sont quasiment déplacées et à peu près 1 million de personnes aujourd'hui au Burkina sont dans le besoin. La résilience, vous savez, dans le Sahel, et nous tous nous le vivons, le Sahel est une région qui est exposée à des chocs climatiques. Ça, on l'a connu depuis longtemps. Ce qui est nouveau aujourd'hui au Sahel, c'est qu'en plus de ces chocs climatiques, il y a l'insécurité. Alors, il y a un nombre important et on sait que ce n'est pas parce qu'il y a un choc que les populations doivent tomber un peu dans des problèmes. Si on arrive à bâtir cette résilience dont on parle, même s'il y a un choc, ces personnes vont rester de ça qu'il s'agit. Donc pour ça, il faut investir dans beaucoup de domaines, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'éducation. C'est un paquet. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais il y a encore beaucoup à faire. Et le Cameroun à présent, série d'arrestations dans le cadre d'une enquête pour malversation financière, une enquête main propre. La dernière arrestation en date, celle de l'ancien ministre de la Défense. Il est en garde à vue au tribunal criminel spécial de Yaoundé. Edgar Alango est auditionné depuis fin janvier dans le cadre d'une enquête sur les contrats d'achat d'équipements militaires pour le compte de l'armée. L'ancien ministre et d'autres hauts fonctionnaires, dont un colonel de l'armée, sont cités dans des affaires de détournement de deniers publics. Merci Sornana Tambaye. RFM, les sports dans un instant. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour, il porte sur cette question.
Quel gouvernement pour Macky Sall après sa réélection pour un second mandat à la présidence de la République? RFM Sport. Journal des sports de Chertiyan Diagne, bonjour. Bonjour à vous Babacar. Le football, le tournoi international de Turquie, les moins de 17 ans du Sénégal croisent l'Angola pour leur deuxième sortie. Oui, c'est prévu tout à l'heure à 13h. Les Lions, coachés par Malik Daf, ont battu d'entrée le Nigeria 2-0 alors que l'Angola a chuté face à Monténégro 2-1. Malik Daf, nous l'avons joué donc ce matin. Nous l'écoutons, il revient un tout petit peu sur l'importance de ce tournoi. C'est un tournoi vraiment qui vient à son heure. C'est une bonne préparation pour nous parce qu'on avait besoin des matchs amicaux quand même pour bien se préparer. C'est une chance pour nous de venir, de se préparer ici en Turquie, vraiment où vraiment on est bien arrivé, vraiment on est bien logé dans un bon hôtel. Les conditions sont vraiment favorables. On joue 8 équipes qualifiées, renforcées avec d'autres équipes européennes. C'est un tournoi de grande envergure, de grande test. Actuellement, on est là. Nous avons joué le premier match contre le Nigeria où ça a été un très bon match. Le Nigeria reste toujours une très bonne équipe. C'est l'équipe la plus titrée dans la petite catégorie. Je pense que c'est l'équipe qui joue tout le temps les premiers rôles. Ça a été un bon match test où vraiment on a souffert en première période. En deuxième mi-temps, les Gosses ont livré un match de très haute facture. Je pense qu'on a dominé largement et on a gagné. Je pense que c'est un match où on a maîtrisé en deuxième période où vraiment, mais la deuxième période a été beaucoup plus facile. Je pense qu'on a maîtrisé le jeu. Aujourd'hui, nous allons jouer notre deuxième match contre l'Angola. L'Angola aussi qui a fait une forte impression contre le Monténégro. C'est une bonne équipe quand même, qui a une bonne maîtrise collectif qui joue bien au ballon, c'est quand même des jeunes joueurs qui sont pas mal, qui savent bien manier un ballon, qui savent bien l'utiliser aussi. Ça va être un très bon match, un match encore de grandeur, de test nature, comme on dit. Bon, on va jouer contre une équipe qui joue bien au ballon. C'est comme nous aussi, je pense que nous avons cette même philosophie, cette même identité. Normalement, ça doit être un match ouvert, un match technique. Malik Daf, l'entraîneur de l'équipe cadette du Sénégal qui participe donc au tournoi de Turquie, ce tournoi qui regroupe en plus la Turquie pays hôte, la Guinée, la Tanzanie, le Maroc, le Cameroun, l'Ouganda, la Biélorussie, l'Australie et naturellement le Sénégal dont vous venez d'entendre donc l'entraîneur Malik Daf Babacar. La Coupe de la Ligue, dernier match ce soir pour compléter le tableau du quart de finale. Oui justement, c'est cette rencontre devant opposer Sonacos de Diourbel à Diambar de Saly. C'est prévu à partir de 16h30 au stade Ngalando, au stade de Lamine Gueye de Kaolack. Nous allons à présent écouter Abba Talifa, l'entraîneur des Uliers, mal en point dans le championnat, mais qui compte tout de même faire donc un bon résultat face à Diambar de Saly. Nous l'écoutons des propos recueillis par Sodekam. On s'attend vraiment à un match difficile, d'autant plus que l'équipe de Diambar, c'est une équipe qui a le vent en poupe. Elle est leader en Ligue 2. Et puis c'est une équipe vraiment qui joue bien au football, qui a une bonne philosophie de jeu. En plus, c'est des jeunes joueurs avec beaucoup d'expérience, d'autant plus que le Sartir constitue l'équipe nationale chez les jeunes. Donc, ça ne sera pas facile. Mais néanmoins, on s'est bien préparé pour gagner ce match. D'autant plus que c'est un match qui va faire le prolongement par rapport au reste du championnat. Bon, l'objectif prioritaire, c'est le maintien de l'équipe en Ligue 1. On est en difficulté, on est dernier, mais il y a des points à prendre. Donc, on travaille davantage, surtout pour avoir une bonne tenue par rapport au reste du championnat. Mais aujourd'hui, on va jouer la Coupe de la Ligue qui est un objectif intermédiaire. Donc on va faire tout aussi pour gagner ce match, pour au moins engager le maximum de capital confiance pour la suite du championnat aussi. Voilà, il faudra préciser Babacar que le Diaraf de la Médina, Niambour de Louga, Union sportive de Gorée, Génération Foot, AS Pikine, Mbour Petite Côte et Africa Promo Foot, club de Ligue 1, Ligue 2 plutôt, sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Babacar, nous enchaînons sur autre chose. Le foot en Europe, l'Europa League. 8e de finale. Allez, 17h55 ce soir, ou alors cet après-midi, Zenit Saint-Pétersbourg accueille Villarreal, Rennes de Ismaël Sarr et d'Mbaïna accueille Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang. L'FC Séville fera face à la formation de Slavia Prague, c'est une équipe de la République tchèque. Le Dynamo de Zagreb fera face au Benfica de Lisbonne à 20h. Krasnodar, un club ukrainien est en déplacement en Espagne face à Valence. Napoli de Kalidou Koulibaly accueille les Autrichiens de Salzbourg. Et puis Chelsea fera face à la formation de Dynamo de Kiev. C'était le journal des sports de Chertiyan Diagne. Merci. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici.
Et notre reportage mars, le mois de la femme, à 24 heures de la célébration du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Notre sujet de ce jeudi porte sur une femme, Aminata Diallo, chef du service des archives au ministère de l'Intérieur. Une femme qui vit avec un handicap, mais ça n'a jamais été un frein à sa vie, à ses ambitions. C'est Salimata Ao qui l'a rencontrée. Une ambiance bon enfant au service des archives de la police. Je m'appelle Aminata Diallo, je suis le chef du service des archives du ministère de l'Intérieur. Après des études primaires et secondaires à Mbour, Aminata Diallo est allée à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour y poursuivre ses études. Après le bac, je suis venue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai fait les lettres modernes jusqu'en année de maîtrise. C'est après que je suis allée à l'EBAD où j'ai eu mon master 2 en sciences de l'information documentaire. Un diplôme d'archiviste en poche, elle est recrutée à la fonction publique, ensuite affectée au ministère de l'Intérieur, un poste pas facile à gérer. Parce que ici au ministère de l'Intérieur, vous savez, tout est confidentiel. Une petite faute, on peut se créer des problèmes. Une dame à la tête d'un département où la majorité sont des hommes, une cohabitation sans problème. Ici, il n'y a qu'une seule femme, à part moi. Les autres sont des hommes. C'est un peu compliqué, mais bon, avant d'être chef de service, j'ai été agent. Donc, il y a une certaine complicité entre nous. Je ne sens même pas que je suis leur chef de service. Célibataire sans enfant, son niveau d'études un frein des fois chez certains prétendants. Oui, bien sûr. Des fois même, ils me le disent, quand ils viennent, ils me disent j'ai un peu peur de toi parce que vous savez, les études et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Dans la vie, il ne faut pas être léthargique. Aminata vit avec un handicap à l'âge d'1 an, mais elle l'a toujours surmonté. J'ai grandi avec, j'avais une petite fièvre, on m'a fait une piqûre, c'était la polio. C'était pas très bien connu en ces années-là. C'est ce qui a causé mon handicap. Ça ne m'a pas beaucoup dérangé dans ma vie. Au contraire. Ça a été une source de motivation. Toujours relever le défi, un combat qu'elle mène. C'est ça ma plus grande force. Donc je suis née dans une famille d'intellectuels. Mon père était policier. Moi, j'ai toujours poussé le bouchon beaucoup plus haut. Quand ils ont la licence, moi je dis non, je dépasse la licence, je vais en maîtrise. Après, je fais le master. La stigmatisation, quelque chose qu'elle a vécu avec quelques moqueries. Il m'est arrivé de voir des personnes marcher derrière moi et imiter ma façon de marcher. C'est une frustration et c'est pas normal. Ça m'a forgé le caractère. Aminata pense à fonder une famille, poursuivre ses études dans le domaine des archives, bien sûr, pour mieux approfondir ses connaissances. Joli portrait signé Salimata Aouye. Nous revenons sur la nomination du Sénégalais Ibrahima Sosséfal comme sous-directeur de l'Organisation mondiale de la santé chargé des urgences. Un homme qui s'est souvent distingué ces dernières années dans la lutte contre Ebola. Et justement, il se trouve en République démocratique du Congo. C'est des rues de Kinshasa que nous venons de le joindre, recueillir sa première déclaration, ses premiers mots. Je prends cette nomination avec beaucoup d'humilité, compte tenu du travail important qu'il y a à faire dans le monde et surtout en Afrique pour faire face aux urgences humanitaires et aux épidémies. C'est aussi une reconnaissance pour le travail de mon équipe. En 4 années, nous avons combattu près de 500 épidémies en Afrique et c'est un travail d'équipe qui a produit ce résultat. Je pense que c'est aussi une reconnaissance pour le système de santé du Sénégal. J'étais formé au Sénégal, je travaille au Sénégal avant de venir au milieu international. Donc je suis très honoré pour mon pays, pour mon équipe et pour moi-même. Et beaucoup de défis en perspective, mais nous sommes prêts à les affronter. Le médecin-colonel Ibrahima Sosséfal, un nouveau directeur adjoint de l'Organisation mondiale de la santé. Midi 29, merci de rester sur RFM. La suite de ce grand journal. RFM, la chronique du jour. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye et votre constat, Abdoulaye, le Sénégal, un pays ultra politisé. À peine en effet scrutin présidentiel terminé, voilà que l'on nous projette sur un autre. C'est à croire que dans ce pays, la politique ne peut connaître de répit. C'est ainsi que les municipales sont déjà objets de tous les positionnements et pourraient même sonner le glas des unités de façade, celles qui ont jusqu'ici prédominé dans les grandes coalitions. On entend côté majorité des voix qui s'élèvent pour indiquer des ambitions et proclamer des envies d'être maire. De telles attitudes
nous semble procéder d'une absence de culture d'évaluation d'une élection, surtout présidentielle. Quel que puisse être un effet d'entraînement recherché au vu des résultats rendus officiels, on ne peut ignorer les signes d'une sociologie politique dégagée par des chiffres. Nous sommes 15 millions de Sénégalais, dont un nombre important en âge de voter. Nous avons été moins de 7 millions dans le fichier électoral et moins de 5 millions à exprimer un vote. Tout cela pour dire qu'il faudra éviter de gouverner une partie du peuple contre l'autre. Et qu'aujourd'hui qu'une proclamation officielle établit une sorte d'aléa jacta est, il devient impératif d'instaurer un nouveau dialogue dans le champ politique. Il sera ce dialogue, comme il ici est dans une démocratie mûre, la meilleure façon d'atténuer les tensions post-électorales, de résoudre les contradictions majeures. Il est heureux que la première déclaration du président élu aille dans ce sens, car en plus d'incarner l'institution suprême du pays, il en est le garant de l'unité tout en veillant à la sauvegarde de l'intérêt général. Qu'il appelle au dépassement des clivages et des adversités, il est dans son rôle et pourrait être apprécié aux futurs grands actes qu'il aura à poser. Mais en attendant, il y a nécessité de réduire le trop-plein politique qui fait de cette activité l'unique terrain de prédilection pour certains. Ils ne sont pas toujours ni les meilleurs ni les plus intelligents d'entre nous. Et ce dialogue, Abdoulaye Wade, va-t-il répondre à l'invite de Macky Sall? C'est à la une de votre revue de presse, Georges Détié-Diop. Maître Abdoulaye Wade va-t-il répondre favorablement à l'appel au dialogue de Macky Sall? Il y a de quoi être optimiste, si l'on se fie bien sûr aux propos du directeur des structures du Parti démocratique sénégalais. Mamadou Lamine Thiam confie à Direct Info que ce n'est pas Maître Wade qui va cracher sur un dialogue national. Et pour cause, l'ancien président a toujours été convaincu qu'on ne peut pas instaurer un état de droit sans une consultation régulière entre le pouvoir et l'opposition. Mamadou Lamine Thiam ajoute que Wade a toujours fait des concessions dans l'opposition comme dans le pouvoir et a pris de la hauteur même quand il est arrivé au pouvoir en 2000. En tous les cas, Souleymane Ndéné Ndiaye affirme souhaiter que Wade dépasse le passé qu'il reconnaît très lourd pour aider Macky Sall. Dans un entretien accordé au journal Les Échos, l'ancien Premier ministre dit prier vivement que Wade puisse comprendre le sens de la main tendue de Macky Sall. Le chef de l'État qui, à son avis, aurait dû depuis très longtemps s'ouvrir au président Wade, son mentor, qui a tout fait pour lui. Problème cependant, Ibrahima Sène du PIT déclare dans Vox Populi que Wade voulait une insurrection pour faire partir Macky Sall et installer son fils Karim à sa place. Il ne voulait plus d'une élection. Le Témoin, dans sa livraison du jour, décrypte la posture de l'ancien président. Sa posture neutre lors de la présidentielle du 24 février dernier. Selon mon confrère, le pape du Sopi a joué et a perdu l'opposition avec lui. Une opposition qui se cherche un chef dont le statut n'est toujours pas matérialisé. Le projet tarde à se réaliser. L'Observateur souligne qu'aucune loi n'a été mise en place pour accompagner cette volonté de Macky Sall. Selon l'Obs, un vide juridique et un manque de volonté politique plombent l'envol de la démocratie sénégalaise. Et en attendant que l'appel au dialogue lancé par le président Sall rétablisse la relation de confiance, l'opposition, ajoute l'Observateur, reste sans chef. Une opposition qui, de l'avis de Momar Diong, aurait tort de rejeter la main tendue de Macky Sall. Le journaliste et analyste politique l'a dit dans Sud Quotidien et ajoute que ce dialogue devrait se tenir autour de 3 points. La matière électorale, les ressources du pays et les réformes institutionnelles. Les réformes, justement, pour les réussir, le journal Le Quotidien indique que le chef de l'État a besoin de s'appuyer sur des personnalités ayant fait leurs preuves dans leur domaine. Le Quotidien cite Momar Nguer de Total, Souleymane Bachir Diagne, Mamadou Lamine Loum, Mamadou Diagne Ndiaye, Fatma Samoura, Makhtar Diop de la Banque mondiale, l'avocat Barthélémy Faye, entre autres. Un coup d'œil encore dans l'Observateur. Il est question de la livraison de l'avion A330 Neo de la compagnie Air Sénégal. L'Obs révèle que l'appareil est attendu à Dakar samedi après qu'une banque espagnole a libéré les 60 milliards de francs CFA pour l'achat de l'avion dont le premier vol est prévu lundi prochain. Une nouvelle enseigne qui débarque au Sénégal. Il s'agit de Carrefour. Source A informe que Macky Sall a signé l'agrément à la veille de la campagne électorale et avec un premier magasin étendu sur 800 mètres carrés de surface commerciale, Carrefour est sûr d'obtenir près d'une dizaine d'emplacements dont les 7 à Dakar et les 3 en région. Carrefour arrive donc après Total, Orange, Eiffage, Citydia et Auchan, des groupes français. Conclusion, Source A qualifie l'économie sénégalaise d'une économie bleu, blanc, rouge. À vos kiosques et bonne lecture. Et quelles sont les couleurs que le prochain gouvernement de Macky Sall va prendre? C'est le thème du jour dans la rubrique Point de vue. On y est avec nos interlocuteurs aujourd'hui. Mamadou Sy Albert, analyste politique. Bonjour.
Il nous entend, Mamadou Sy Albert? Il nous entend pas Bonjour. encore. Bonjour. Barkaba, notre confrère de TFM. Bonjour Barka. Bonjour Babacar. Vous êtes en place. Donc Barka, il va s'y prendre comment Macky Sall pour former son premier gouvernement post-réélection? Je pense que c'est une équation qui n'est pas simple pour le chef de l'État, dans la mesure où il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, dont l'un des moindres, ce ne sera pas de voir dans quelle proportion récompenser d'abord les gens de son propre camp, ses compagnons historiques qui ont beaucoup contribué à sa prise du pouvoir et qui, pour certains, ont eu l'impression d'avoir été injustement récompensé pendant donc les années de braise, la période de feu qui a vu Macky Sall prendre son destin en main. Ça, c'est un élément de rectification peut-être qui va entrer en ligne de compte. On va voir dans les prochaines semaines ou mois si le président de la République va prendre ça en ligne de compte. Mais aussi, l'équation se complexifie avec sa coalition, ses soutiens de Macky 2012. Les enchères sont montées. Tout le monde réclame une légitimité d'avoir concouru à le réélire. Absolument, les enchères montent et on le comprend, alors que les places coûtent très cher. Est-ce que tout le monde sera récompensé proportionnellement à son engagement, à sa loyauté ou à sa contribution dans ce qui apparaît comme une sorte de plébiscite lors de cette campagne? En fait, l'équation n'est pas simple. Et est-ce que aussi le président de la République va juste tenir compte des paramètres politiques ou politiciens et ne pas entendre une partie de la clameur publique qui veut une autre gouvernance, parce que quand même il y a 42% de la population sénégalaise qui ne s'est pas retrouvée dans la gouvernance de Macky Sall. Est-ce que là aussi, conformément à son engagement, sa déclaration très solennelle, il va tenir compte de ça et rectifier le tir pour avoir le juste équilibre? Ça aussi, c'est pas simple. On va demander à Mamadou Sy Albert si alors les technocrates, entre guillemets, ils auront leur place dans ce prochain gouvernement de Macky Sall, tellement les appétits politiques sont grands. Oui, je crois que bon, ils auront leur place, les techniciens, ils ont toujours leur place dans un gouvernement. Mais à mon avis, je crois que la première difficulté aujourd'hui, c'est la nature du mandat. Est-ce que c'est un mandat de transition ou est-ce que c'est un mandat de continuité dans la dynamique que le président a développé durant son premier mandat? À mon avis personnel, c'est vraiment une période de transition. Si vous regardez les questions institutionnelles, les réformes ont été faites, c'est vrai, il y a beaucoup de réformes, mais on n'a pas stabilisé les réformes institutionnelles. Donc là, il y a un dialogue politique qu'il faudrait mener avec l'opposition, avec la société civile, pour que le Sénégal ait un schéma institutionnel consensuel. Est-ce que aussi son appel à un dialogue national, il invite tout le monde, même ses adversaires à la dernière présidentielle, à le rejoindre à ce dialogue-là, signifierait aussi une entrée au gouvernement de l'opposition où c'est un cas pas très probable? Non, pas forcément un gouvernement qui associerait les opposants, mais plutôt l'esprit de la transition. Le président Macky Sall, il doit faire son dernier mandat. Tout le monde suppose que c'est le dernier mandat. Donc il faudrait qu'il ait une idée quel Sénégal il va laisser dans les 5 ans à venir. Et là, c'est une approche politique qui est très différente, qui est radicalement différente de la première période du premier mandat. Le premier mandat, il a donné sa vision, il a mis en avant une politique. Il doit évaluer cette politique qu'il a mise en place, essayer de voir quel type de système politique il va laisser durant les 5 ans à venir. Très bien, Mamadou Sy Albert, on vous retrouve avant la fin de cette rubrique Point de vue. Barkaba, venons-en au poste de Premier ministre. Nouveau gouvernement, est-ce que Macky Sall va faire dans la continuité avec John ou va-t-il chercher un autre profil?
C'est difficile de lire dans le marque de café et surtout Macky Sall a habitué son monde à être, pour ne pas dire cachotier, mais très secret dans ses choix. Et, de ce point de vue-là, c'est un habile manœuvrier qui sait bien cacher son jeu pour après abattre sa carte. Il y a aussi la crainte des interprétations sur un éventuel dauphinat. Le prochain Premier ministre pourrait être le dauphin de Macky Sall au sein de la coalition de la majorité. Il y a aussi ces estimations, ces appréhensions à avoir, ces calculs à faire aussi. Oui, plus que le poste de Premier ministre, moi je pense qu'il y a deux autres postes clés qu'il faudra surveiller de très près en cas de changement ou bien de continuité. C'est le ministère des Finances et le ministère du Budget couplés à la primature. Voici les trois postes clés et peut-être aussi dans une moindre mesure le poste de ministre de l'Intérieur qui seront de très grands indicateurs de ce que Macky Sall voudra faire en tout cas dans un premier temps, dans les 3 prochaines années. Ça sera des indicateurs très clairs de ce qu'il veut faire et de sa logique de dauphinat, si on peut évoquer le mot dauphin. Vous attendez quoi à une cassure de ce gros ministère de l'économie et des finances en 2 grands ministères, économie d'une part, finances de l'autre? Non, pas forcément, parce qu'en fait, dans l'architecture gouvernementale, il faut le dire, le poste de ministre des Finances est devenu beaucoup plus important que le poste de Premier ministre. Ah. C'est ça la réalité. Le ministre des Finances du Sénégal est devenu le patron de facto de tous les autres ministres. Et sans diminuer les prérogatives du Premier ministre, dans la marche du pouvoir, dans la réalité quotidienne, le ministre des Finances... La nature du ministère rend celui qui l'occupe très fort. Rend celui qui le rend très fort parce que c'est lui qui fait les arbitrages et il n'est pas étonnant que beaucoup d'ambitions se soient dessinées depuis quelque temps avec les titulaires de ce ministère clé. Merci Barkaba. On termine avec vous, Mamadou Sy Albert. Va-t-il continuer avec Mahammed Boun Abdallah Dionne au poste de chef de gouvernement, Macky Sall, ou on peut s'attendre à ce qu'il trouve un autre? Ben, c'est ce que je disais, c'est par rapport à la nature de ce mandat, de ce deuxième mandat. Si c'est pour continuer ce qu'il a déjà amorcé, il va continuer. Il n'y a pas, je crois, de raison majeure pour qu'il se sépare avec l'actuel Premier ministre, parce que quand même, il a fait ses preuves aussi bien dans l'élaboration des politiques publiques que dans la mise en œuvre. Et sur le plan politique également, il a apporté quelque chose. Maintenant, si on est dans une configuration de transition, il faudra qu'il y ait un Premier ministre qui soit à la fois politique pour gérer la transition politique, mais également pour gérer toutes les politiques publiques qu'il a mises en avant. De ce point de vue-là, il faudrait avoir un Premier ministre qui a un profil à la fois politique, mais aussi gestionnaire de la transition, de toutes les politiques que Macky Sall a mises en avant depuis 2-3 ans. Il faudrait que ça soit stabilisé. Et je crois que, en tout cas, ça dépend de l'option du président. Si c'est une option de transition démocratique, une stabilisation des politiques publiques, il faudra trouver un autre. Mais si c'est pour rester dans la même dynamique, je crois que l'actuel Premier ministre, quand même, il a fait des résultats, il a la confiance. Et comment Macky Sall va-t-il faire avec tous ceux qui sont pointés à tort ou à raison d'avoir des appétits présidentiels qui sont autour de lui, ses plus proches collaborateurs? Il y en a qui sont indexés comme des personnes qui veulent remplacer Macky Sall. Comment il va faire avec eux? Les écarter, les maintenir? Je pense qu'il faut négocier. Et c'est ça que j'appelle transition. Il faut pas que le président soit allergique à l'expression des ambitions. Il faut tirer la leçon de la gouvernance de Abdoulaye Wade et essayer de gérer les personnalités, les ambitions, les conflits, qu'il ait une méthode de gestion de ces personnalités-là qui sont connues, qui ont des ambitions légitimes. Donc il faudrait que l'APR joue ce rôle-là. À mon avis, il faudrait que le président se décharge de l'APR et qu'il confie à ses hommes de confiance l'APR, qu'il confie ses hommes de confiance le gouvernement. Et maintenant, il y a la gestion de l'État. C'est ces 3 niveaux. Il faudrait que le président ait une feuille de route, mais qu'il gère les personnalités, les ambitions. Ce serait très malheureux que l'APR se disloque
parce qu'il y a simplement des ambitions divergentes. Je crois que ça, c'est de la responsabilité du président de gérer les uns et les autres. Il a déjà une expérience qui lui permet de savoir quel est le profil de chacun des membres de son attelage. Mamadou Sy Albert, merci. Merci aussi à Barkaba. Merci à tous de nous avoir suivis. Il est 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Ali Ouba était à la régie, grand journal réalisé par Elhadj Ndiogou Diène. Et dans un quart d'heure, retour de l'info, grand journal en Wolof avec Elhadji Hassan Gueye. Restez avec nous et tout de suite, Allô Présidence. Soumari. Soumari.com